down. Salut les terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Comment ça va? Pleine forme, Thierry. Alors, j'ai vu que Marlène Schiappa vous a apporté tout son soutien dans votre décision de pas fréquenter des filles de 50 ans. De deux choses l'une, Thierry. Soit elle adore les mecs de 25 ans, Ouais. soit elle adore les mecs de 50. Ouais, voilà. Ouais. Elle soutient les causes perdues, hein. Moi, elle avait adoré mon film. Alors, Yann, vous avez décerné vos Moix d'or tout à l'heure. Le thème de la semaine. L'indécence. Et il y a de quoi faire. Ah oui, là, en ce moment, Je oui. crois que c'est des Moix d'or qui vont être vraiment très très hard. Ouais, j'adore quand c'est hard, moi. Et maintenant, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, Europe, 2 points, trop ou pas assez, avec Coralie Delaume, François Asselineau, Patrick Vignal et Paolo Levi. Bonsoir à tous. Alors, Coralie Delaume, bonsoir. Vous êtes essayiste et votre dernier livre, Le couple franco-allemand n'existe pas, est paru en 2018 aux éditions Michalon. Bienvenue parmi nous. François Asselineau, bonsoir. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine, ancien candidat à la présidentielle et candidat aux européennes. Bienvenue parmi nous. Patrick Vignal. Vous êtes le député La République En Marche de l'Hérault. Vous êtes un des plus sympas. Hein. Ouais. Ah ouais. Avec l'autre conne, là, comment il s'appelle? Ah, mais ça va alors. Non, c'est le plus Comment sympa. ça lui. s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus. Bienvenue parmi nous. Et Paolo Levi, le beau gosse du jour. Vous êtes journaliste, correspondant à Paris de la Stampa et de l'agence ANSA. Voilà, bienvenue parmi nous, vous aussi. Merci. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Mes chers amis européens, Au départ, Macron avait un plan de bataille très simple pour les européennes. D'un côté, il se présentait comme le chef des gentils progressistes, qui rêvent que tous les pays de l'Union se donnent la main. j'ai besoin de ces terres qui croient dans l'Europe. De l'autre, il dénonçait sans relâche les vilains nationalistes qui veulent se replier derrière leurs frontières. Contre le nationalisme qui renaît, contre la frontière fermée que certains proposent. Bref, ça paraissait clair, l'Europe, on est pour ou on est contre, il suffit de choisir. En réalité, ce n'est pas si simple de tracer une ligne bien nette pour séparer les deux camps. Macron a beau montrer du doigt les nationalistes qui veulent rétablir les frontières, lui aussi réclame plus de protection pour l'Europe. Dans sa tribune publiée cette semaine, il souhaite par exemple une remise à plat des accords de Schengen pour lutter contre l'immigration. Nous devons refonder notre Europe. Voilà donc notre progressiste qui se rallie à une proposition défendue par Sarkozy lors de la campagne présidentielle en 2012. Schengen doit être repensé et refondé. De leur côté, les nationalistes détestent l'Union européenne, mais pas tant que ça. La preuve, en 2016, Salvini avait inscrit la sortie de l'euro dans son programme électoral. Mais maintenant qu'il est au pouvoir, plus question de sortir de l'euro. Pareil pour Marine Le Pen. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On notre... revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Alors qu'elle s'était ridiculisée sur le sujet lors du débat présidentiel, aujourd'hui, elle ne souhaite plus sortir ni de l'euro ni de l'Union. L'Europe actuelle mérite pourtant bien des reproches. Les critères de Maastricht qui imposent l'austérité budgétaire, le manque de démocratie et de transparence dans les décisions, ou encore la recherche permanente du compromis entre les 27 membres qui conduit à l'immobilisme. Résultat, l'idée d'un Frexit conserve des partisans acharnés comme François Asselineau. Nous allons en marche vers le futur, parce que le Frexit, c'est le futur,
comme le Brexit est le futur du Royaume-Uni. Oui, mais voilà, l'exemple du Brexit nous prouve justement qu'il ne suffit pas de claquer la porte de l'Union pour retrouver la prospérité. Au contraire, le Parlement britannique a calculé qu'un Brexit sans accord coûterait 60 milliards au Royaume-Uni et lui ferait perdre 7% de son PIB. Alors, qui veut encore quitter l'Union européenne? Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grap. François, vous l'aimez, l'hymne européen? Non, j'aime pas l'hymne européen. J'aime bien Beethoven, mais pas l'hymne européen. Et vous? Pareil, je trouve que c'est triste pour Beethoven d'en avoir fait un objet de marketing, un truc de marketing. Ça vous plaît, l'hymne européen? Moi, j'adore. Ouais. Paolo? Cet hymne s'appelle l'hymne à la joie. Moi, j'adore la joie, je suis joyeux, et donc, oui, je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous connaissez la devise de l'Europe? Unis dans la diversité. Putain, bravo. Ah ouais. Alors, Macron a proposé une autre devise, liberté, protection, progrès. Ça vous plaît? Macron, il en change tous les ans. Alors, ouais. Vous savez, il avait déjà fait son discours d'Athènes. Après ça, c'était le 7 septembre 2017. Après ça, il a fait le discours de la Sorbonne, le 27 septembre 2017. Il avait des idées, tout le monde s'en fout. Et puis là, il vient de sortir sa tribune, tout le monde s'en fout. Alors, justement, on commence avec vous, François Asselineau. Selon vous, il ne faut pas une autre Europe, mais quitter l'Europe. Donc vous êtes le mec du Frexit, vous. Hein? C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens comme Marine Le Pen voulaient sortir de l'Europe. Ils ont découvert qu'avec Salvini, Orban, tout ça, ils pouvaient changer l'Europe de l'intérieur. Donc ils se disent, on va rester dans l'Europe. Vous, non. Ça fait 12 ans que je le dis. Ouais. Vous savez, au moment du traité de Rome, en 1957, Mendès France n'avait pas signé parce qu'il voulait changer l'Europe. Ouais. Ça fait 61 ans qu'on veut changer l'Europe. Et à chaque élection européenne, on nous ressort le même truc. Je peux vous faire un cadeau? Ouais. Regardez. Ça. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est la fiche du Parti Socialiste en 1979, il y a 40 ans, c'est déjà pour les élections européennes, changer l'Europe. Ouais. Voilà. Beau cadeau. Hein. Ouais. Et je peux vous les montrer toutes. Moi, hein. ça, tu vois, vous avez pas foutu de ta gueule, là. Hein. En juin 2000... Le cadre va coûter cher. En juin 2004, ouais. Philippe de Villiers, c'est pour les européennes de 2004. Ouais. De Villiers voulait changer l'Europe. Et une autre Europe, c'était en mai 2005, ouais. pour élever. Voilà, on continue si vous voulez. Ça va être dur d'avoir un cadeau pour moi avec tout ça. Hein. Dupont-Aignan, en juin 2009, veut changer l'Europe. Ouais. Le Parti Socialiste, en juin 2009, 30 ans donc après 79, veut toujours changer l'Europe. Et puis, le Front de gauche... Il veut changer l'Europe. Il veut changer l'Europe. C'est marrant, voilà. Tout le monde veut changer l'Europe. Il n'y a que nous qui ne voulons pas changer l'Europe parce qu'on dit que ce n'est pas possible de changer l'Europe parce qu'il faut l'unanimité. Une dictature qui ne dit pas son nom. Hein. Pour vous, l'Europe, c'est ça. Oui. Coralie Delhomme. Alors, dans votre livre « La fin de l'Union européenne », publié en 2017, vous dites « L'Union européenne n'est ni un État, ni une fédération, mais juste un marché unique dysfonctionnel qui crée des gagnants et des perdants. » Et vous prédisez dans ce livre la lente décomposition de l'Europe et sa disparition. Et pour vous, c'est vrai que l'argument « l'Europe, c'est la garantie de la paix », pour vous, c'est un mythe, en fait. L'Europe n'a pas garanti la paix, puisqu'il y avait la guerre froide, la dissuasion nucléaire. Et puis aujourd'hui, on est tous dans l'OTAN. Donc, de toute façon, on ne va pas s'attaquer mutuellement. Voilà, la France est une puissance nucléaire. Donc, pour vous, l'argument « l'Europe garantit la paix » n'est pas un bon argument. Il n'est pas recevable du tout. Pas du tout recevable. En réalité, cette Europe qu'on a voulu construire, c'est une Europe qui est à la fois une Europe du marché, dérégulée, donc très néolibérale, avec une monnaie fédérale sans État fédéral. Donc économiquement, ça pose un certain nombre de problèmes. Et par ailleurs, nous avons une Europe supranationale avec des traités qui font aujourd'hui primer le droit européen sur les droits nationaux. Absolument. Donc on a cette organisation qui est une organisation contingente. Dans deux cas, ça pose problème. Dans le domaine économique, parce que ça tue la compétitivité et l'industrie française et celle d'autres pays par la même occasion. Et ça pose aussi un problème démocratique, parce que ça a ôté au peuple leur capacité à s'autodéterminer. Paolo Levi, pour vous. Vous êtes italien, vous êtes le correspondant de la Stampa et de ANSA. Pour vous, l'Italie n'a pas été aidée par l'Europe. C'est le moins qu'on puisse en dire. Et conséquence, Salvini. C'est l'Europe qui a créé Salvini.
Salvini est le monstre européen, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus européen aujourd'hui que Salvini. C'est vraiment le résultat de plus ou moins 10 ans de crise très très virulente qui nous a frappé en Europe, tout le monde. Ensuite, sur la question migratoire, c'est vrai que l'Europe a tourné le dos à l'Italie. Ils ont fait semblant de ne rien voir. La France tout particulièrement. Et la France avait des responsabilités assez particulières. C'est-à-dire que s'il y a eu cette arrivée de migrants, notamment dans les côtes italiennes, parce que c'était les plus exposés, c'était aussi à cause de l'intervention en Libye. On a fait tomber le dictateur, et à juste titre, Kadhafi. Mais après, on n'a pas pensé, en quelque sorte, à organiser l'après. Alors vous dites Macron offre un boulevard à Salvini car il se pose en grand gardien du pays des droits de l'homme, mais sur les migrants, il a la même politique que Salvini, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de migrants. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nous fait vibrer par ses grands discours droits de l'hommiste, etc. Et moi-même, j'étais complètement emballé parce que je trouve qu'il avait raison, mais je m'attendais à l'époque qu'il fasse le discours et ensuite la chute finale de son discours devait être « Ok, c'est parfait, l'Italie ferme les ports, c'est complètement inconcevable et nous l'acceptons pas ». Demain matin, je me rends à Marseille, on va ouvrir le port de Marseille au navire Aquarius et on va accueillir les migrants. Chose qui ne s'est pas passée. L'Aquarius, il a été obligé d'aller en Espagne. Donc, c'est un peu un discours... En italien, on dit « predichi bene, razzoli male », c'est-à-dire tu parles bien, mais ensuite, dans les faits, tu fais une politique qui, certes, est plus policée, ton langage est beaucoup plus civilisé, mais dans les faits, l'Italie et la France, aujourd'hui, ont fermé. Alors, Patrick Vignal, Macron va-t-il sauver l'Europe ou l'Europe va-t-elle sauver Macron? Bon, d'abord, moi, je ne veux pas jouer les planqués, parce que souvent, ça a été ça, l'Europe. L'Europe, en fait, s'il y a une fuite au niveau du voisin, c'est la faute de l'Europe. Jusqu'à maintenant, il faut être honnête, on ne s'est jamais investi sur l'Europe. Et moi, j'ai très envie de ne pas avoir ce théâtre aujourd'hui politicien. Je pense qu'il y a un vrai débat sur l'Europe. Et moi, je n'ai pas envie de vendre les bijoux de famille aux amis de M. Asselineau ou à tous ces nationalistes et populistes. Je pense qu'on peut construire une nouvelle Europe. Je pense qu'on peut construire un Schengen 2. Je pense qu'on peut aider nos amis italiens. Et j'en prends ma part. On n'a pas été assez suffisamment prêts. On a laissé les Italiens se débrouiller. À l'arrivée, c'est le populisme qui réfléchit. Et c'est celui-là qui arrive sur le marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une nouvelle réflexion. Moi, j'ai plus envie de vivre comme M. Asselineau. On est la même génération. Je roule pas ni en Sincami ni en Minitel. Et j'ai surtout pas envie de cirer les pompes de Donald Trump. En plus, je crois qu'il fait 48 de chaussures. Donc j'ai très envie de construire une autre Europe. Il me traite de populiste. Moi, je voudrais montrer ça. Macron, le 22 novembre 2018, nous sommes les vrais populistes. Alors, c'est quoi un populiste? C'est Macron qui le dit lui-même devant les maires le 22 novembre 2018. Alors, ça suffit. Avec ce il va falloir qu'on refasse l'ENA, monsieur Asselineau. Je pense que vous êtes resté trop longtemps sur l'ENA. Non, c'est pas l'ENA. Trop longtemps dans les cabinets successifs. Parce que moi, je veux bien avoir des leçons de gens comme vous. Mais toute votre vie, vous avez été dans des cabinets. Vous avez Monsieur Macron. Vous l'a donné. Vous avez Monsieur Macron. Monsieur Asselineau. Vous avez Monsieur Macron le 22 novembre 2018 devant les maires qui a dit nous sommes les vrais populistes. Ce qui me gêne. Donc c'est quoi les populistes? C'est qu'avec mes impôts, vos impôts, Thierry, il y a une grande école qui est l'ENA, que monsieur a fait, et c'est très bien, j'en suis ravi. Et ce monsieur, toute sa vie, il a fait des cabinets successifs. Tous les cabinets du monde. Et aujourd'hui, il m'explique que pendant 30 ans, ce qu'on a fait, ça ne marche pas. Moi, je suis fatigué d'entendre ça. Moi, à 20 ans, j'ai monté une entreprise, d'accord, et j'essaie de la faire tourner tous les jours. Donc, des gens comme vous, à un moment donné, ça suffit. Eh bien, écoutez, moi, vous êtes en train de donner des leçons tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 30 ans, monsieur? C'est vous qui donnez des leçons. Pour que ces jeunes, ils aient envie de faire Erasmus. Pour que ces jeunes, ils aient des frères partout dans l'Europe et dans le monde. C'est ça, la société de demain qu'il faut construire. La question que je voudrais vous poser à tous ce soir, c'est est-ce que l'Europe ne marche pas parce qu'il y a trop d'Europe ou est-ce que l'Europe ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe? Écoutez, vous savez quoi? Ce que vous devriez faire, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Je vous en prie. Un jour, vous devriez réunir autour de cette table 28 représentants des 28 gouvernements. Chacun avec sa langue nationale. Il y a 24 langues nationales différentes. Et puis, vous posez les questions. Parce que ça serait la meilleure leçon de choses. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, tous les dirigeants
porte fermée, savent que ça ne marche pas. D'ailleurs, vous dites que l'Europe, c'est Babel, quoi. Mais ça ne marche pas. C'est un stratagème chinois, ça s'appelle le stratagème des chaînes. Les Américains ont poussé continuellement à ce qu'il y ait de plus en plus d'États. C'est d'ailleurs le président George W. Bush qui, à l'université de Varsovie en 2001, avait dit qu'il fallait faire entrer tous les pays de l'Est d'abord dans l'OTAN, puis ensuite dans l'Union européenne. Et quand vous avez, écoutez, regardez, vous avez 28 États. Heureusement, les Britanniques s'en vont. Et les Britanniques, monsieur le député, ce ne sont pas des populistes. Les Britanniques, c'est le peuple qui a, depuis 800 ans, défendu les libertés individuelles et qui a été à la pointe du combat de la démocratie en Europe occidentale. Si les Britanniques s'en vont, c'est bien parce qu'ils ont compris que ce système ne marche pas, ne peut fonctionner que de façon dictatoriale, par une commission non élue. Ça ne veut pas dire qu'on va se refermer du monde, hein, parce que les vrais nationalistes, ce sont des gens comme M. Macron qui veut refermer la France dans ce petit périmètre qui va de l'Algarve jusqu'à la Laponie. La France, c'est tout autre chose. La France, c'est l'ensemble du monde. La France, c'est la France de De Gaulle, celle qui parle à l'Amérique latine, au Moyen-Orient, à la Chine, à l'Union soviétique à l'époque de De Gaulle. Au moment de la présidentielle, j'avais fait remarquer qu'il y a 6686 traités qui lient la France au reste du monde. Et en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, on veut en supprimer 2 sur 6686. Si vous faites revoter les Britanniques aujourd'hui, je voudrais savoir quels seraient les résultats du vote. Comment les Britanniques financeraient leur parc éolien? Comment aujourd'hui on est capable effectivement d'être fédérés tous ensemble? Je suis désolé de vous le dire, mais pour moi l'Europe c'est un grand projet. Moi je travaille sur redynamiser les centres-villes et centres-bourgs. Je suis là en 2017 à la Commission européenne pour avoir des fonds pour dynamiser au centre-ville. Le vrai débat de l'Europe, monsieur, c'est faire ensemble. Alors, elle est mal faite, je suis d'accord avec vous. Sur l'immigration, on a des choses à dire. Sur l'économie, sur la sécurité. Mais je veux dire, à un moment donné, le petit village gaulois, ça ne fonctionne plus, monsieur. Mais... Si on veut concurrencer la Chine, si on veut concurrencer les États-Unis, il faut qu'on soit fort. Vous, ce que vous faites aujourd'hui, c'est travailler sur les peurs des gens. C'est la peur de l'autre, c'est la peur de sa religion. Alors, attendez, hop. J'ai vu le clip de La République En Marche. Je ne l'ai pas encore vu. Moi, je l'ai vu pour la campagne des Européennes. C'est que basé sur la peur. Hein. C'est-à-dire que là, quand vous regardez le clip, on vous explique que ça va être le nazisme demain matin si on ne vote pas pour l'Europe. Moi, j'étais toujours très clair. Pour combattre le nationalisme et le Front National, ce n'est pas avec des paroles, c'est avec des actes. 80% des gens qui votent extrême, c'est parce qu'ils sont déçus des politiques qu'on a fait pendant 30 ans et de la lâcheté. Oui. On est bien d'accord. Dans ma circonscription, je vous signale que c'est énorme les votes Rassemblement National. Et je me suis fait réélire parce que je suis allé au charbon, elle m'était mise sur le terrain. Et c'est le problème que je dis à la France, on n'a pas su vendre l'Europe. Il nous dit qu'il faut faire l'Europe face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, etc. Face aux méchants. C'est le péril jaune. Pas aux méchants, monsieur. Vous nous faites le coup du péril jaune, vous nous faites le coup du péril russe, alors que nous disons que justement, en sortant de l'Union européenne, nous allons faire ce que d'ailleurs les Britanniques sont en train de faire, sans que personne n'en parle, de renouer des relations avec le monde entier. Et c'est ça que nous voulons faire. On n'a pas le choix entre l'Union européenne et le repli national. C'est important d'insister là-dessus. L'Union européenne, c'est encore une fois contingent. L'Europe, c'est un ensemble de pays et on peut être à la fois souverainiste, c'est-à-dire attaché à la souveraineté de son pays, c'est-à-dire à la démocratie, parce que la souveraineté nationale, ça n'est jamais que l'autre nom de la démocratie, tout en étant internationaliste, c'est-à-dire en étant pour la coopération entre des nations souveraines. On a fait à la place une Europe supranationale qui a beaucoup d'inconvénients en termes démocratiques et qui, en plus, par la manière dont elle fonctionne économiquement, avec le marché unique, avec l'euro, fait diverger économiquement les différents pays et les dresse les uns contre les autres. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, en Grèce, on traite les Allemands de nazis, quand vous voyez que la presse allemande fait des unes absolument insultantes sur le peuple grec, vous vous dites on n'a jamais été aussi loin d'avoir rapproché les peuples et d'avoir œuvré en faveur de l'amitié entre les peuples. Regardez pour la pêche électrique. Moi, je suis d'une région où il y a de la pêche. On a harmonisé. Pour le thon, on a harmonisé. Pour le SMIC, il faudra qu'on harmonise. Nous, on a des travailleurs polonais qui viennent, madame, à 500 €. Mais pourquoi pas faire... Au lieu de faire d'accord, pourquoi on ne partage pas la table entière, madame? Pourquoi vous voulez faire tout petit? Parce qu'il y a 28 peuples. Pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. L'unanimité, ça veut dire, en particulier, ce qu'on ne dit jamais, c'est que vous avez des petits États dans l'Union européenne qui maintenant sont gangrénés par la mafia. Malte est gangréné par la 'ndrangheta calabraise. Je suis désolé, monsieur, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas désolé. C'est pas lui, hein. C'est de votre faute, monsieur. C'est un peu sa faute, oui. Je pense que c'est sa faute. La Slovaquie, c'est pareil. La Bulgarie et la Roumanie, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez
en fait ces États qui sont des États fragiles et qui peuvent être très bien utilisés pour empêcher toute modification. Monsieur Asselineau... Bon, non mais attendez, vous savez quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Ça ne marche pas. Je l'écoutais souvent sur vidéo. Il faut en tirer la conclusion. Thierry, soyons pragmatiques. Patrick. Les GAFA, cher monsieur. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, et pourtant je ne suis pas souvent d'accord avec lui, a décidé de taxer les GAFA à hauteur de 3... Attendez, madame. Mais si, ça va se faire. Pour le moment, non. C'est l'illustration exacte. Moment, Thierry, la France... 500 millions d'euros. Ouais, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? 500 millions d'euros. Quand tu penses que l'ISF, c'est 3 milliards et que la taxe sur les GAFA, c'est 500 millions. Alors, on fait quoi alors? On baisse les bras? Non, mais là, on a la preuve. Alors là, excuse-moi, sur les GAFA, je ne suis pas anti-européen spécialement, mais sur les GAFA, on a la preuve que finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau européen. Donc la France décide de taxer les GAFA et on taxe, je ne sais pas comment, pour arriver à 500 millions. Vous avez beau me dire, un jour, tout le monde va le faire. Mais c'est pas un jour, Thierry. Maintenant, on peut avoir une majorité qualifiée au Parlement européen qui peut voter. La Hongrie y vient, mais bien sûr qu'on espérons-le. Espérons-le. Paolo, on vous a pas entendu, Paolo, alors. C'est la mafia, ça. Il dit rien, Paolo. Paolo, il dit rien. On va lui baiser l'anneau et... Ah ouais, là. Non, alors, Paolo, vous en pensez quoi de tout ça, vous? Non, je sais pas. Moi, très modestement, amoureux de la France, je dis une chose, que voilà, je cherche de faire un effort intellectuel, de faire preuve d'empathie avec M. Asselineau. Je cherche aussi, en tant que journaliste, de comprendre ses raisons. Je fais vraiment un grand effort et j'arrive pas à... vous n'arrivez pas? Pour deux questions. Alors, la première, certainement, est une question de cœur, de sentiment. Et j'imagine une Europe sans France. L'Europe sans la France, c'est quoi? C'est des spaghettis sans tomates, une entrecôte sans frites, Georges Brassens sans sa guitare. Je ne peux même pas la concevoir. Le Pen sans son œil. Mais oui, voilà. Je te trouve des trucs. Mais laissons tomber les questions sentimentales de cœur, parce qu'on s'en fiche. C'est juste mon état d'âme. J'arrive pas à me convaincre de cette... Parce que c'est comme si M. Asselineau nous disait aujourd'hui, après avoir vécu 70 ans dans un monde stéréophonique, donc aujourd'hui on est tous avec nos baladeurs, nos enceintes à la maison, on écoute la musique en stéréo, de retourner au mono. C'est-à-dire que lui, il veut nous ramener 70 ans en arrière. Non, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et particulièrement à Paris, où on est très très branché, il y a cette nouvelle mode des vinyles, etc. Mais on ne peut pas transformer le vintage en un modèle de société. Ne nous laissez pas tous, ne sortez pas de l'Europe, s'il vous plaît. Ne nous quittez pas. Ne me quitte pas. Il ne s'agit pas de quitter quiconque. Il ne s'agit pas... On a vu souvent... Ça fait 70 ans qu'on marche main dans la main. Ne soyez... François, quand même. François, ayez du cœur. N'ayez pas Allez, François. Ne m'énervez pas. Alors maintenant, j'écoute Yann Moix, moi. C'est un des débats les plus difficiles à résumer. Moi, je suis pro-européen, mais pourquoi? J'en sais rien. Par panurgisme. Je suis pro-européen parce que j'aurais peur, comme disait monsieur, d'être régressif. Et il se passe quelque chose de très intéressant. Je trouve que l'Europe, en tant que telle, depuis qu'on en parle, la grande Union européenne de 1992, on ne l'a toujours pas vue. Mitterrand a dit dans un discours extraordinaire, le nationalisme, c'est la guerre. Oui. Eh bien, il se trouve que les raisons pour lesquelles l'Europe a supposément été inventée font que les conséquences sont pires que lorsque l'Europe n'existait pas. Le nationalisme n'a jamais été aussi exacerbé que depuis que l'Europe n'arrête pas d'exister, en tout cas par les mots. Sans cesse, l'Europe existe, et sans cesse, lorsqu'un millième de la population européenne, qui s'appelle les migrants, veulent venir, des murs se dressent, des propos atroces se multiplient, et les vents contraires soufflent contre les migrants. Donc en fait, dès que l'Europe devrait exister pour les raisons qui ont fait que l'Europe a été fondée, l'Europe se replie, l'Europe n'existait plus, l'Europe reprend ses billes. Et je rejoins M. Asselineau sur une chose qui me paraît fondamentale en tant qu'écrivain. Tant que tous les Européens n'auront pas la même langue, l'Europe ne pourra jamais exister. Mais non. Un objet n'est pas désigné de la même manière dans une langue, donc une vision du monde. Les gens ne comprendront jamais une chose que je dis depuis que je suis sur Terre. Le mot donne l'être. C'est-à-dire que quand vous dites un mot, il y a un monde qui se déploie à partir de ce mot. Tant que les gens ne parleront pas une seule et même langue dans cet espace-là, l'Europe dont on parle ici n'existe pas. Peggy a dit une chose fondamentale. Il a dit « Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». Je dirais, je ne suis pas sûr que l'Europe a des mains, mais si elle en a, elle a les mains sales. Waouh, bravo. Voilà. Coralie Delhomme,
François Asselineau, Patrick Vignal, Paolo Lelli. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. Voilà, alors les Moix d'or, ce soir le thème c'est l'indécence. Et on commence avec Jean-Louis Debré. Alors Jean-Louis Debré. Alors Jean-Louis Debré, il dit de Chirac, je ne sais pas s'il me reconnaît. Alors le jeu maintenant, c'est d'aller voir Chirac, et c'est le contraire du blind test. C'est-à-dire que les gens viennent se planter devant Chirac, et ils attendent d'être reconnus, et s'il est reconnu, le type, il gagne un point. Alors en plus, le nombre de gens qui font semblant de ne pas reconnaître Debré, même de loin, c'est un jeu de mots. Alors, même lui, Michel Debré, dès sa naissance, Jean-Louis Debré, hein, son père, Michel, a hésité à le reconnaître. Alors Chirac, aujourd'hui, c'est normal. Et puis surtout, il n'y a pas besoin d'Alzheimer pour ne pas reconnaître Debré. Lui aussi, parfois, quand il essaye de penser, il s'oublie. Alors, l'épitaphe que je mettrais personnellement sur la tombe de Jean-Louis Debré serait la suivante. Ce fut un homme en mal de reconnaissance, c'est à cela qu'on le reconnaissait. Oh là là! Bouteflika Abdelaziz. Il se présente pour la 5e fois, pour un 5e mandat. Ouais. Et ose promettre qu'il ne se présentera pas pour un 6e. Ouais. J'appelle ça, moi, un viol démocratique. Alors, le vieillard n'est plus aussi vert que le drapeau algérien, mais il tente quand même de tirer un dernier coup d'État. D'où ce mouvement que je qualifierais d'un mouvement de prostatestation en Algérie en ce moment. Pauvre Algérie, avant elle avait le fils, maintenant elle a le grand-père. Oh là là! Et puis il y a Aurélien Taché aussi. Député, La République En Marche. Lui, il a comparé le hijab, voile islamique, au serre-tête des jeunes filles catholiques. Oui. Moi, j'adore les comparaisons comme ça. C'est comme comparer, par exemple, les coups de fouet en place publique en Iran à un gommage de la peau, ou la crémation à la consommation d'un cierge, ou une femme battue à une hostie, puisque l'hostie, c'est le corps supplicié du Christ. Il faudrait inventer un mot pour les députés débutants. Les députants. C'est vrai. On les reconnaît une chose, ils confondent Fabien Klein et Sœur Sourire, les Émirats arabes et le couvent des oiseaux, les bourreaux syriens et les éclaireurs de France. Alors moi je dis vivement la dissolution, l'amateurisme devient le cancer de la France, il y en a marre des tachés, mort aux tâcherons. Oh. On passe à Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen répète en boucle qu'un migrant peut toucher plus de prestations sociales qu'un retraité. Alors il y a eu un excellent article dans Le Monde pour montrer que c'était totalement aberrant d'écrire, enfin de penser ça. Mais surtout, moi je dis que ça pourrait être vrai et ne choquer personne. Un migrant, Madame Le Pen, n'est pas une bactérie, une tumeur maligne, une menace, ni un rat. J'affirme que nous devrions salarier les migrants, les féliciter d'avoir choisi notre pays, les encourager à privilégier la France. Alors leur voix couvrirait la vôtre, Madame Le Pen. Car à propos de prestations, souvenez-vous de votre débat du 2e tour. Vous apparûtes telle une harpie éructant des vipères approximatives, mélangeant les chiffres, bistrotant des opinions rotées, transformant la République en pissotière pour blanc-blond, cronambourisé jusqu'à la moelle. Votre carrière se résume en outre à une seule prestation, être aveuglé par la même haine que votre père, avec 2 fois plus Dieu que lui. Avant, on avait le cyclope, nous avons désormais la gorgone. Oh là là! Le docu sur Michael Jackson. Et sur Michael Jackson, je n'ai strictement aucun humour. Ah ouais. Ah oui, j'adore Michael Jackson, j'ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu'au bout. Il y a un documentaire, Living Neverland, explosif, avec des nouvelles révélations, soi-disant, sur la sexualité de Michael Jackson avec les mineurs, des abus sexuels. Alors évidemment, on oublie la présomption d'innocence dans cette affaire, et surtout, c'est ne rien comprendre à Michael Jackson, car Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant, ça ne couche pas avec les autres enfants. Un enfant, ça ne couche qu'avec les adultes qui forcent les enfants à coucher avec les enfants. J'ai donc décidé d'attenter un procès à toutes les femmes adultes ayant couché avec Michael Jackson. Non seulement Michael Jackson n'est pas pédophile, mais je vais plus loin. Pour lui, je vais inventer un mot, c'est un pédophile. Le seul orgasme qu'il ait eu de sa vie, Michael Jackson, c'est lorsque Bambi retrouve sa mère à la fin. Pour lui, la scène de spaghetti dans La Belle et Clochard, c'était du porno hard. Et la scène où Petit Jean se bat contre le shérif de Sherwood était pour lui l'équivalent d'une décapitation de Daesh. Le seul vieux monsieur qu'il pensait capable d'approcher les enfants, Michael Jackson, c'est le Père Noël. Foutez-lui la paix à Michael Jackson dans son éternité de Neverland où le sexe n'existe pas plus que la mort. Waouh!
Voilà, c'était Yann Moix. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve après la pub pour la suite du Terrien du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Et j'accueille Josiane Balasco, Vincent Lagaffe, Nawel Madani et David Azencoq. Ça fait 30 ans qu'il me fait le même coup. Quand les invités arrivent, il dit non, comme ça. Et en plus, on lui fait confiance, alors qu'on sait que c'est un enfoiré de base. C'est là où t'as tort, justement. Et des fois, il dit applaudis, et les gens applaudissent. Applause. Alors, bonsoir à tous. Josiane Balasco, bonsoir. Alors, Josiane, pour quelqu'un qui a reçu un César d'honneur il y a 19 ans, vous vous portez plutôt bien. Ça va. Parce qu'en général, quand on a un César d'honneur, la première chose qu'on fait, c'est un check-up. Ouais. Alors, Josiane Balasco, mesdames, messieurs, 90 films qui ont totalisé 120 millions d'entrées. 25 films à plus d'1 million d'entrées. On regarde Serge. Quand des piottes dans le noir au cinéma, c'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous. Mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Voilà Josiane Balasco, l'actrice de comédie préférée des Français malgré les Bronzés 3. Écoute, il y a eu quand même 10 millions de personnes qui sont venues voir Les Bronzés 3, c'est-à-dire beaucoup plus que les 2 premiers films réunis. C'est vrai. Donc si vraiment le film avait totalement déplu, il n'y aurait pas eu autant Bien de gens. sûr, Voilà. non, mais c'est vrai qu'avant Les Bronzés 3, tout le monde vous demandait s'il y aurait une suite, et depuis le 3, on vous demande moins souvent. Si, on nous demande. Non, il leur demande pas s'il y aura Les Bronzés 4. Ils ont leur peur. demande de refaire Les Bronzés 3. Alors dommage parce que Les Bronzés font du ski vient de faire 5 millions sur TF1. C'est quand même incroyable, 5 millions, battant Rabbi Jacob. C'est la combienième diffusion Ah oui, en plus, énorme. ça bat Rabbi Jacob, qui est quand même un film aussi énorme, qui était diffusé le même soir sur France 2. Mais je l'ai regardé, je suis tombée sur Les Bronzés, ils font du ski, je l'ai regardé il y avait longtemps. Tu l'as regardé? Ah bah oui, c'est des souvenirs. Ah, c'est des génial. souvenirs de Elle jeunesse. se reconnaît plus maintenant. Ah bah non, je faisais Alors- 30 kilos de moins quand même. Hein. Non mais, alors j'ai lu que vous ne seriez pas opposé à un Bronzé 4. Patrice Lecomte, le réalisateur, lui, il aimerait que la bande se retrouve dans une maison de retraite. Alors ça va être Les Bronzés font de la chimio, c'est ça? non Peut-être, ou Les Bronzés se rappellent plus de rien. Ouais, c'est ça. Les Bronzés Alzheimer. Alors Vincent Lagaffe, la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait d'un éventuel retour à la télé. Finalement, vous êtes revenu à la télé, mais là, j'ai l'impression que vous êtes déjà reparti, quoi. J'ai refait un passage. Ouais, un passage. Alors, en avril 2018, donc, faute d'avoir une émission sur TF1, vous signez avec Cyril Hanouna, en direct sur Touche pas à mon poste, un contrat pour présenter une émission de bowling sur C8 qui s'appelle Strike. Alors, première émission, c'est énorme. C'est-à-dire que vous battez Chabat et son Burger Quiz sur TMC. Mais à la rentrée, l'audience s'est un peu baissée. On est passé de 894 000 à 369 000. Même moins, je crois. Hein. Pourquoi, à votre avis? La quille, bordel. Je sais pas, puis alors, je m'en fous. Ah ouais. Ben, je pense que si on analyse bien, si on fait vraiment une analyse, l'émission Strike était un jeu du Big Deal. Ouais, ouais. Voilà, Ouais. au Big Deal, on avait 5 épreuves par jour et on tournait sur 150 ou 200 épreuves, donc l'épreuve ne revenait pas avant 3 semaines. Ouais. Là, on a fait le même jeu
Voilà, donc... Non, le problème, c'est qu'au moment où vous étiez sur C8, pour faire Strike, vous avez déclaré sur RTL, en octobre, je suis un vieux couple avec TF1, ce n'est pas parce qu'en ce moment, je suis avec la voisine que je ne vais pas revenir au bercail. C'est élégant. Ouais. C8 a suspendu la diffusion des émissions. Elle les diffuse discrètement, disons. Il y en a encore 10. Hein. Raison de plus pour regarder à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Une tragédie, cette histoire, une tragédie. Au pire, vous avez maintenant les compétences pour prendre un bowling en gérance, quoi. Même pas, non, je suis nul au bowling. Alors, comment ça va avec Cyril Hanouna? Toujours amis? Ben, on n'a jamais été ennemis, on n'a jamais non plus été des amis de très longue date. Non, il n'y a pas d'animosité. Alors TF1, qu'est-ce qu'il vous propose là? Parce que moi je vous ai vu dans Diversion, l'émission d'Arthur, mais c'est pas vous qui l'animiez, vous étiez invité. Vous n'avez pas peur qu'il vous propose sortez-moi de là, je suis une célébrité ou sans doute, Danse avec les stars? On m'a proposé Danse avec les stars, on m'a proposé tout ça. Et alors France 2, on parle de vous sur France 2 là? Aussi, oui. Ah ouais? Mais tu sais, finalement, je m'aperçois qu'on parle beaucoup de moi. Oui, bah oui, oui. C'est génial. Alors, ce qui serait génial, c'est que France 2 vire Patrick Sébastien pour vous prendre, par exemple. Je pense pas que ça arrive. S'il vire Patrick Sébastien, c'est pas pour reprendre un autre mec populaire comme moi. Pas deux intellos de suite. Non, faut pas... Faut calmer. Un autre mâle blanc. Sur France 2, les mâles blancs... De plus de 50 ans... Alors, vous avez déclaré, la télévision, c'est psychologiquement très violent. Ouais. Tu passes rapidement de star à sous-merde. Oui, alors je l'ai dit avec mes mots, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Parce mais c'est la vérité. Non, t'es pas une sous-merde. Moi, ça m'est arrivé, je suis devenu une sous-merde en 15 jours. Non, t'as jamais été une sous-merde. Ah bon? T'as déjà été une merde. Mais jamais une sous-merde. Alors, vous restez, malgré tout, extrêmement philosophe, Vincent Lagaffe. Bah oui. Sur votre mollet est tatoué RABQQA, ce qui veut dire rien à branler, quoi qu'il arrive. Et alors, si c'était le sexe, vous auriez la phrase en entier, j'imagine, non? Quel parler très mollo, à qui préfère le rire aux larmes. Juste un fou du roi, et le roi c'est toi. Alors Nawel Madani, rebonsoir. Alors j'ai découvert en préparant cette émission que vous avez été, Nawel, Balance ton porc, avant Balance ton porc, ça n'a rien à voir avec votre religion. Ça s'appelait la brigade anti-bâtard. Vous vous souvenez de ça? Exactement. Magnifique, Magnéto, Serge. Alors, par ailleurs, Nawel Madani, pour réussir dans le métier, vous n'avez couché avec personne. Mais, ça comptait pas, nous. Mais vous avez couché dans votre voiture. À une époque, vous dormiez dans... C'est fou, hein. Oui. Vous dormiez dans votre voiture et vous preniez des douches... À la piscine du 19e. Putain, ça, je trouve ça extraordinaire. De prendre des douches? À la piscine du 19e et coucher dans sa bagnole. D'ailleurs, on a une photo de vous au réveil, là. Non! Alors, vous dites, quand j'étais au Jamel Comedy Club, le but était de coucher avec moi ou de me dégager. Et il n'en réussit ni l'un ni l'autre. Non, c'est une phrase qui est sortie un petit peu comme ça, hors du contexte. En plus, c'était une blague. Non, je voulais dire par là que quand t'es une nana, et puis moi j'aime me mettre en valeur, il me disait plus, va sortir un single, fais une télé-réalité, mais les jokes, c'est pas pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il m'avait mis tout de suite, il m'avait donné une étiquette, il m'avait enfermé dans un carcan, genre, sois bonne... suce quelqu'un ou ferme ta gueule, mais c'était plus ça. Et là, du coup, tu vas faire quoi, là? Ni l'un ni l'autre, voilà. Laisse-moi kiffer la
David Azencott, rebonsoir. Alors vous, votre spectacle s'appelle Inflammable et vous dites, c'est raccord avec moi, je suis juif, donc combustible. Voilà. Alors je préviens nos amis téléspectateurs que c'est pas la peine d'envoyer des signalements au CSA parce que David, des vannes comme ça, il en a plein. Et en plus, vos vannes sont même pas pompées sur des comiques américains. Non, ce qui est assez original actuellement. On va en parler tout de suite dans Shopping, la promo qui s'affiche. David Azencott, on l'a vu, donc vous êtes juif, humoriste, ancien concepteur de pub, et donc ici pour faire la vôtre ce soir. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux être juif pour faire des blagues sur les juifs, mais il ne faut pas forcément être pédophile, par exemple, pour faire des blagues sur les pédophiles. Non, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, au sujet des pédophiles... J'en ai une, moi, blague de pédophile. Vas-y. C'est un pédophile radin qui fait « Oh, doucement avec les bonbons, là !» Lui, il dit sur les pédophiles, il dit pédophile, c'est un truc à attraper la varicelle. Non, mais il est génial. Un jour, il est dans un train et il poste sur Facebook mon wagon est plein d'enfants. Où sont les terroristes quand on a besoin d'eux? Ah, j'adore. Ah, moi, j'adore. Beaucoup de bruit. Pour moi, vous êtes le nouveau Gaspard Proust. Hein. Ah ouais, vous êtes vraiment... Mais j'ai été censuré sur Facebook parce que j'ai fait ces blagues sur Facebook. Ils ont suspendu votre compte. Exactement. Alors que les blagues antisémites peuvent y aller, mais ça... Non, mais c'est à quoi j'ai répondu, mais vous réalisez bien que je suis dans le même wagon. Donc a priori, c'est une blague, quoi. Oui. Surtout que les terroristes visent mal et les enfants bougent beaucoup. Donc... Voilà. Alors, au sujet... Il est très drôle, lui. Au sujet d'Alain Soral. Alain Soral a failli aller en prison. Rassurez-vous, il n'y est pas allé, puisque maintenant, quand tu es condamné à 1 an de prison, tu ne fais plus la prison. Mais vous avez dit, j'imagine que quand il sortira de prison, il continuera à nier ce qui s'est passé sous les douches. Ça a beaucoup plu aux Soraliens. Et dès qu'on fait une blague sur leur gourou, on les réveille tout de suite. Ouais, mais c'est très bien. Attention, on regarde à quoi ça ressemble. Serge. Ça te fait quel âge, ma chérie, maintenant? 8 ans? Tu veux continuer le mannequinat? Ouais. Bah, faut commencer à se faire vomir, hein. Grosse vache. Des iguales, tout le monde voit. Les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. J'étais à une soirée l'autre soir, ce qui est normal le soir, vous me direz, et je suis tombé sur une femme qui avait une perruque. Alors je sais pas si elle était cancéreuse ou ultra-orthodoxe. Bah du coup, je lui ai posé la question. Et elle m'a dit non, en fait, j'ai eu un cancer, j'avais fait la moitié du chemin, je me suis converti. Voilà. Vous avez vu que je vous mets un pédophile, hein, tout de suite. Hein. Ouais. Donc c'est au Lucernaire, hein, ça s'appelle Inflammable, vendredi et samedi à 21h30. J'adore l'affiche, déjà, qui est très bien, mais surtout, j'adore le logo. Ouais. Parce que là, on voit vraiment que vous êtes un publicitaire. Ouais, j'ai travaillé avec un ami publicitaire que je salue, qui s'appelle Raphaël Alain, et c'est avec lui qu'on a trouvé le logo. Ouais. C'est super beau. Hein. Et donc, la coupe de cheveux, c'est pour correspondre à la Non, la coupe de cheveux a créé le logo, c'est une publicité. Et elle a créé aussi le titre du spectacle. Ça s'appelle Inflammable, et c'est au Lucernaire. Alors David, puisque dans votre spectacle, vous aimez parler de tout ce qu'on ne peut plus dire, on va faire une interview. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui sur les femmes? Bah, on peut pas leur dire comment s'habiller, en fait, c'est vrai. Ouais. Je crois que voilà, c'est déjà suffisamment compliqué pour elles. Je veux dire, tu mets une jupe, on traite de pute, tu mets un pantalon, on traite de pute, tu mets rien, bon, bah, tu cherches un peu, quand même. Qu'est-ce qu'on ne peut plus dire sur les brocantes? Que les brocantes, c'est une arnaque, voilà. Hein, c'est bon pour les quarantenaires en Stan Smith
dont les gosses s'appellent Jules, Balthazar et Catadioptre. Voilà. Et que c'est nul, hein, c'est que des trucs que les gens ont jetés à la base. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les bullshit jobs? Que les bullshit jobs, il faut vraiment arrêter, quoi. C'est pas possible. Les bullshit jobs, j'ai vu qu'il y a un nouveau titre, j'ai vu ça sur LinkedIn, hein, le réseau professionnel des gens qui n'ont pas de réseau professionnel. Et en fait, c'est un nouveau titre qui s'appelle Chief Happiness Officer. C'est-à-dire, c'est des gens qui apportent de la joie dans l'entreprise. Et on est d'accord qu'avant, ça s'appelait l'alcool. Donc, je vois pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut plus dire sur les Juifs? Alors, c'est difficile de parler de la Shoah. Et moi, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec un cousin à moi qui est très croyant. Et je lui ai dit, comment tu fais pour continuer à croire en un Dieu qui a laissé faire Auschwitz? Et il m'a répondu, c'est parce que Dieu n'a rien vu, parce qu'il a cligné des yeux. Ah. Voilà, c'est une vraie explication mystique. Dieu a cligné des yeux. Et je lui ai dit, bah, c'est normal avec toute cette fumée. Hein. Sur l'Algérie, qu'est-ce qu'on peut plus dire aujourd'hui? On peut plus dire que Bouteflika a fait son temps, il faudrait le remplacer par quelqu'un de plus dynamique, comme Michael Schumacher, par exemple. Plus jeune. Et voilà, et parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre, on continue shopping. Nawel Madani. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour une soirée spéciale que vous consacre C8 le 13 mars. Alors d'abord, il y a votre spectacle, C'est moi la plus belge, qui a déjà été vu par 100 000 personnes. Et puis, il y a votre documentaire qui s'appelle 1, 2, 3, Nawel Madani. On commence par le spectacle Magnéto Serge. Petite, j'étais ingérable. À la moindre réprimande, je préparais un sac pour me barrer. Et je disais, comme beaucoup d'enfants disent, de toute façon, je sais que personne ne m'aime. Et je vais fuguer. Ouais, bah ramène du pain quand tu reviens. Non, mais cette fois-ci, je vais vraiment fuguer. On me prenait pas au sérieux parce qu'on ne fugue pas chez les Arabes. Ah non? T'as déjà vu qu'on recherchait un petit Arabe? Bon, quand on grandit, on nous recherche, mais petit. T'as déjà vu? Jamais. Tu sais pourquoi on fugue pas? Tu sais pourquoi? Parce que si tes parents te retrouvent avant la police... Je vous ai mis un Belge, vous avez vu? Alors donc ça, c'est le spectacle qui est en prime le 13 mars. Exactement. Sur C8. Et puis il y a le documentaire 1, 2, 3, Nawel Madani, qui est une déclinaison de 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Donc l'Algérie, pays d'origine de vos parents. Alors c'est très marrant l'Algérie parce que nous on a un président qui parle pendant 7 heures sans s'arrêter. Le vôtre, il n'a pas parlé depuis 4 ans. Donc, vous partez sur les traces de votre famille, à Oran notamment. Exactement. Région que je connais très bien, puisque j'y ai passé 5 ans de ma vie. À Bouisseville. J'habitais à Bouisseville. Vous connaissez Bouisseville? Ah bah c'est là aussi où j'allais chaque été. Attends. Eh oui. Ah, ça c'est... Trouville, Bouisseville. Allez. Bouisseville, voilà. Alors, le climax du film, c'est le moment où vous montez sur scène à l'Opéra d'Alger. Vous êtes la première femme humoriste à être montée sur scène à l'Opéra d'Alger. En fait, non, je suis la première femme humoriste d'origine algérienne. Ouais. Tout court. D'accord. Donc c'est un triomphe. Magnéto, Serge. Quand je serai grande, je serai très très grande et je ferai des spectacles. C'est le public qui rigole pas à mes blagues, Inch'Allah, il meurt. Et le prof, il est mort, il m'a dit, écoute, faut que tu montes sur scène. T'es un clown triste, mais t'es un clown. On ne savait pas que ça allait aller si loin. Je suis à Alger. Et c'est pas beau, Alger. Je vais être la première femme humoriste algérienne à monter sur scène en Algérie. Enfin, si j'y arrive. Salam alaikum. Parce que le public, il veut. C'est ça la générosité de la femme algérienne, de rendre l'appareil.
joué chez moi, dans la ville qui m'a tellement inspirée, devant un public qui attendait que ça, que je lui donne et qui me rende. Merci Algérie. C'est très émouvant. Ça vous a... Normal. C'est le pays qui a vu naître mes parents, c'est le pays qui m'a vu grandir été après été. C'est un pays qui essaie de sortir de cette décennie noire qui a vraiment marqué les gens. Les gens sont encore traumatisés, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Là, on est dans un tournant. La jeunesse est en ébullition. Je suis très fière de ce documentaire. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Ah, c'est bien. Alors, la situation actuellement en Algérie doit vous réjouir quand même, parce que toute cette jeunesse qui veut la démocratie, qui veut... Exactement, on est dans un tournant. Je suis fière que l'Algérie prenne son destin en main. Est-ce que quand même la jeunesse d'aujourd'hui en Algérie sait que c'est quand même Bouteflika qui a tenu bon face aux islamistes du fils? Bien sûr. Est-ce que les gens le savent? Le peuple aime Bouteflika, mais ils veulent du changement. Ils veulent Bouteflika hors du pouvoir. Ouais. Ah oui, non mais... Non, ils veulent du changement, ils sont en train de se battre pour ça. Ce que j'aime, c'est que pour l'instant, les Algériens sont en train de donner un exemple de civisme parce qu'il n'y a pas de violence et ils essaient de ne pas inviter la violence. On a eu des images où le peuple offrait même à boire aux policiers et ils nettoient après la manifestation. Donc je veux dire que pour le moment, tout se passe bien. On n'en est pas là. Vraiment. Donc je salue le peuple. On n'a pas vu de gilets jaunes graisser les flashballs après la manif. Alors, votre documentaire est très bien, c'est vrai, mais vous avez de quoi en faire encore un autre, parce qu'il y a plein de choses de votre vie qui ne sont pas racontées dans ce documentaire. D'abord, votre fameuse histoire que tout le monde connaît, mais qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que tu sais qu'à l'âge de 2 ans, elle est brûlée au 3e degré avec l'huile d'une friteuse. Alors pour une Belge, tu me diras, c'est le top. Sort d'une frite. C'est le top de la belgitude, et depuis qu'elle voit des frites, elle pleure. Tout le monde croit que c'est par patriotisme. Mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Vous étiez brûlé au 3e degré, vous n'aviez plus de cheveux. Plus du tout, ouais. Et à l'école, on vous appelait comment à l'école? Tête de fesse, clash cop. Mais chauffe qui peut. Kojak, chauffe qui peut. La gaffe. La gaffe. Il y a un autre épisode que vous pourriez raconter aussi, c'est quand vous étiez chroniqueuse au Grand Journal. Parce qu'il fallait faire rire Michel Denisot. Non, c'est dur de faire du stand-up assise. Il y a aussi votre talent de danseuse que vous pourriez mettre, parce que vous êtes arrivé à faire danser Usain Bolt. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au début, il ne veut pas danser, et que vous arrivez, comme vous êtes très persuasive, hein. Magnéto, Serge. On se retrouve après la pub pour la suite des carrières du samedi. À tout de suite. Bonsoir les carrières du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Josiane Balasco. Sans la gaffe. Nawel Madani. David Azencote. Et Laurent Baffy. Nawel Madani. Bonsoir. On va faire une interview première fois. D'accord. Vous vous êtes dit quoi la première fois que vous avez fait marrer un public? Je me suis dit mortel, mais il va falloir que j'arrête de piquer les vannes d'Eddie Murphy. Vous êtes dit quoi la première fois qu'un homme vous a dragué? Arrête, tonton, je suis ta nièce. Bonne vanne. Super bonne vanne. Vous êtes dit quoi la première fois que vous avez vu votre gueule à la télé? Ça y est, on est arrivé. Lourd. Vous êtes dit quoi la première fois que vous êtes arrivé en Algérie? Pourquoi mes parents sont partis? Ah, c'est bonne réponse. Vous êtes dit quoi la première fois qu'on vous a demandé un autographe dans la rue?
Un autographe? Je sais pas. Je suis pas Chantal là-dessous, moi je fais des selfies. Ah d'accord. C'est la nouvelle génération. C'est une autre époque. Vous êtes dit quoi la première fois que vous avez fait l'amour? Franchement, tonton, t'es bon. Vous êtes dit quoi la première fois que vous êtes venu dans SLT il y a 6 ans? Je me suis dit, enfin un Français qui sait accueillir comme les Arabes. Ah, super compliment. Et voilà, et parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre, on continue shopping. Vincent Lagaffe, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour votre grand retour sur scène. Grand retour sur scène après votre grand retour à la télé. C'est le grand retour au théâtre. Rassurez-nous, vous n'avez pas annoncé votre grand retour au cinéma avec le Baltringue 2. Quoique. Ah là là là. Ah, les menaces, déjà. Alors, vous êtes à l'affiche du Jeu de la vérité, la pièce de Philippe Lelouch, mise en scène par Marion Sarraud, au Théâtre du Gymnase, avec Mélanie Page, Christian Vadim et David Brécourt. Je fais le pitch. C'est 3 copains de lycée, des quinquagénaires, qui se voient chaque semaine pour dîner. Et un soir, une 4e personne est invitée, Margot, dont vous étiez tous très amoureux au lycée. Voilà. Et c'est là que commence le jeu de la vérité. Alors, malgré le succès de la pièce, et malgré le fait que ça a été adapté au cinéma, je ne vais pas révéler ce qui a changé chez Margot. Ben non, ça serait un peu dire qui est l'assassin avant la fin du film. Voilà, simplement ce que je peux dire, c'est que c'est un tsunami émotionnel. J'adore cette expression. Alors, c'est devenu un classique, cette pièce, maintenant, non? Je crois, il y a 15 ans qu'elle n'a pas été jouée. Ouais. Et quand on voit l'écriture, Philippe, c'est vraiment une référence maintenant dans l'écriture de pièces de théâtre. Et c'est un grand, grand plaisir d'être admis au sein de cette équipe. Et je prends un pied monumental à répéter. C'est à la virgule, c'est vachement agréable d'être dirigé. J'adore. Et puis, c'est une équipe où vraiment on s'amuse. Et si on s'amuse autant en jouant qu'on s'amuse dans les répètes, ça va être un... Alors, qu'est-ce qui s'est passé le premier soir, mercredi, là? Il y a eu une histoire de fuite d'eau, il y a une inondation dans le théâtre du Gymnase qui fait qu'on n'a pas pu mettre l'électricité. Donc, voilà, le jour de la première aura lieu le 19 mars. C'est un sabotage? Joker. Il y a eu des menaces de mort, il paraît, non? Écoute, moi, quand je suis arrivé au Théâtre du Gymnase, il n'y a pas eu une seule seconde le mot sabotage dit. Moi, j'ai entendu dire, il y a une vanne qui a pété. Alors, est-ce qu'elle a pété? Est-ce qu'elle a été ouverte? Après, c'est un sabotage, pas un sabotage. Moi, je m'en fous. La seule chose qui compte, c'est qu'on puisse recevoir le public le 19 pour faire la première. C'est reporté, en fait, il faut le dire aux gens. Le public aura des brassards, tout, on s'organise. Bon, ça se présente bien. Écoute, ça se présente bien. Philippe est très content de ce qu'on donne et on s'entend bien tous les 4. Bon. Donc c'est toute humilité. Bah oui, ça s'entend bien. Alors, pour en revenir à la télé, je vais déclarer, maintenant que j'ai fait Off-Roads sur RMC Découverte et l'Aventure Robinson sur TF1, je veux faire ce genre d'émission. Voilà. Hein, oui, ça me branche bien, ça. C'est ça que vous voulez faire maintenant, hein? Entre autres, oui. Mais ça vous irait bien. Hein. Mais j'aimerais bien. C'est dommage que Brognard soit toujours là. Ben, je l'ai menacé. Hein. Ah, vous seriez bien dans Koh-Lanta, vous? Je ne sais pas si je serais bien. Mais moi, pour ma part, c'est vrai qu'une émission d'aventure en sport mécanique, c'est un truc qui me brancherait vraiment bien. Oui. Avec un but humanitaire, en plus, dans oui. base. Oui. Comme le Paris-Dakar, quoi. Alors, l'Aventure Robinson, formidable émission. C'est amusant. Vous étiez seul avec Miss France 2013, donc Marine... Sans capote, elle a... Marine, ben justement. C'est peut-être l'explication du truc. Il était avec Marine l'orphelin, qui est quand même Miss France. C'était dur de résister. Hein. La nuit, elle vous disait « J'ai froid, est-ce que je peux me coller contre toi ?» Et vous lui répondiez « Non, 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 ne me touche pas !» Elle lui a même dit « Est-ce que je peux te présenter à mes parents ?» Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Sur cette île déserte. On a fait des jeux, on a gagné de l'argent pour une association. Et moi, j'ai découvert que j'ai trouvé mes limites.
physique. Il y a vraiment avec, des moments... Avec Marine. Non. elle a de la chance. Elle a de la chance, votre femme, Véronique, là. Ça a commencé en 1940... Non. Après la guerre. Non. À la Libération, elle avait les cheveux très courts, il a dit elle est pour moi. Ça a commencé en 1987. Deux chauves. Ah, 87, pas 47, 87. Avec votre femme, avec Véronique. Mais je crois qu'il y a un sujet de conversation qu'on ne va pas aborder du tout, c'est celui-là. Vous avez une vie privée, en fait. Me semble, oui. Ah oui, c'est bien d'avoir une vie privée, c'est génial. Et comment ça se passe? Shopping. Un artiste, c'est aussi un code barre, Josiane Balasco. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Jamais plus, publié aux éditions Pygmalion. C'est l'écrivaine que nous recevons ce soir. Serge, est-ce qu'on peut avoir une photo un peu... Voilà. Ça me ressemble. On n'a pas un truc avec la main sous le menton en train de mordiller ses lunettes, Serge? Un peu comme ça. Voilà. Ah, c'est mieux. Regarde. Et ça a été photoshopé, mais génial. Ça fait écrivain, là. Hein? Ah ouais. Alors, j'ai découvert en préparant cette émission que nous avions, Josiane, deux idoles en commun. Première idole, Blake le Rock. Ah, toute mon enfance. Deuxième idole, Philippe Cadic. Alors, Blake le Rock... Votre père lisait... Ouais, parce que mon père achetait en cachette de ma mère des petits fascicules. C'était des fascicules publiés en Italie et traduits en français. J'ai lu ça. Hein, et donc, il me la refilait. Donc, Blake le Rock était super beau. Il lui arrivait plein d'aventures. Alors, Blake le Rock, ce qu'il faut dire, c'était un trappeur. C'est un trappeur au Canada. Il était toujours en guerre contre les Anglais. Il y avait un môme avec lui qui s'appelait Rudy. Alors, ils avaient des chapeaux avec une petite queue derrière, comme ça. Et il y avait le professeur Occultis. Ça, je me souviens plus de tout. Ah bon. Moi, j'étais fasciné par Blake le Rock. Et c'est comme ça, à partir de ces pulps, que vous êtes passé à la science-fiction. Et notre deuxième idole en commun, c'est Philippe Cadic, que nous avons découvert au début des années 70. Avant qu'il y ait les films. Bien avant. Maintenant, tout le monde vous dit, ouais, Blade Runner. Bien avant que les gens... Et ils disent ça, les gens, ouais, Blade Runner. Ah non, Blade Runner. Sauf que nous, on a connu... Moi, je dis Blade Runner. À l'époque, on a connu Le Maître du Haut-Château. Voilà. Docteur Blood Money, qui n'a jamais été fait en film. Ubik. À Rebroustan. Ouais. Blade Runner. Alors, votre livre s'intitule Jamais plus. Et je dois dire à tous nos amis téléspectateurs que Jamais plus n'est pas la réponse à la question est-ce qu'il y aura un autre film des Bronzés? Non. Jamais plus, c'est le titre de l'une de vos 8 nouvelles. Voilà, hein. C'est un thriller qui est inspiré d'Edgar Poe. C'est une fille qui s'appelle Adeline. C'est un personnage. Moi, toutes les nouvelles m'ont été inspirées parce que je me couche tard et je regarde la télé. Et je regarde la télé sur les chaînes TNT, tout ça, et on tombe sur des documentaires incroyables, notamment le documentaire sur une psychique pour animaux, une médium à qui les gens américaines, à qui les gens venaient apporter leurs bêtes. Donc on voyait des propriétaires d'un chien qui venaient en disant mon chien a perdu l'appétit, on ne sait pas ce qui se passe. Et elle leur disait très bien, laissez-le moi. Elle restait un quart d'heure avec lui sur ses genoux. On avait l'impression qu'elle écoutait. Puis elle faisait revenir les propriétaires et elle leur demandait vous avez une peluche jaune sur le canapé? Oui. Mais pourquoi vous ne le laissez pas jouer avec? Voilà. C'est bien la preuve que les chiens sont rapporteurs. Hein. Voilà. Donc, cette sorte de... Et depuis que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un vrai personnage. Cette bonne femme qui communique avec les animaux par image. Elle parle avec les animaux, et un jour, elle rencontre un corbeau qui s'appelle Jamais plus. Jamais plus, c'était en hommage au corbeau du poème d'Edgar Poe, et qui va lui balancer l'image d'une petite fille terrifiée. Et elle n'aura de cesse que de retrouver cette petite fille. Voilà. Alors, il y en a une qui s'appelle Le Boss. Alors là, c'est vu du point de vue d'un chien. D'un chien, ouais, c'est un chien. Qui appelle son maître le boss et qui l'admire vachement. Ouais, et comme tous les chiens, il y a le boss, le patron. Pas le truc en disant qu'à la fin, on s'aperçoit que c'est un flashback. Ouais, et qu'il est à la fourrière. Et qu'il est à la fourrière, le chien. C'est vachement bien, ça. Il y a aussi adopteunzombie.com. Alors, vous êtes fan des zombies, oui? Ouais, toujours pareil, comme le couche-tard, je regarde les séries de zombies. J'ai regardé longtemps Walking Dead. Maintenant, ça devient un peu plan-plan, hein, genre plus belle la vie. Et puis,
je regarde The Nation. Je vous conseille The Nation parce que c'est Walking Dead with de l'humour. Avec de l'humour. Il y avait Télématin qui était bien. Ouais, mais bon. Alors, vous connaissez les bronzés chez Walking Dead? Écoute, moi, je suis tombée tard à la télé, sur la TNT, sur les zombies font du ski. Voilà. Ça, c'est pas pareil. Qui n'est pas un très bon film, ça peut dire. Mais quand même, ça mérite d'exister. Ça, c'est les bronzés chez Walking Dead. Magnéto, Serge. Bon, on va voir un nouveau coup de pied. Aujourd'hui, on va voir Mawashigeri, coup de pied circulaire. Alors, on appelle ça Mawashigeri, coup de pied circulaire, parce que c'est un coup de pied qui est circulaire. Alors voilà, Mawashi, bien que ce soit un coup de pied circulaire, ça ne se fait pas avec la jambe tendue qui fera un cercle comme ça. Vous voyez? Il n'y aura aucune puissance, ça fera une espèce de coup de pied comme ça, par exemple, là, tu vois. Là. Il n'y a rien du tout, là, vous voyez? Il n'y a rien du tout, Jean-Claude. Mawashi, c'est un coup de pied qui est beaucoup plus puissant que ça. Bon, Mawashi se fait en 3 temps. Premier temps, le genou se lève sur le côté. Deuxième temps, le genou va dans la direction de l'adversaire, le pied de base pivote. Et troisième temps, le pied va partir tout seul pour niquer la tête de l'adversaire. On est là. Jean-Claude, je te retire ta licence. Jean-Claude, pense à ta licence. C'est combien la statue là? 30 000 francs. Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre. Bon, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir, là. Ça vaut 15 000 francs, ça. Non, 30 000. 20 000 francs. Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con. Aïe! Oh, je me suis fait un mal de chien. Bah, évidemment, c'est une décharge à ordures, ton truc. Je suis sûr qu'il y a des rats. Non, il n'y a pas de rats. Pauvre con. Bah, pauvre con. Bah, t'es malade ou quoi? Tiens, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir, toi. Ouais. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Et ben, sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les 10, 15 premières, toi. Ça me fait énormément plaisir, ça, tu sais. C'est très bien fait. C'est bien, non? Très bien fait. Ah ouais, c'était pour vous, ça? Ah, ça m'a fait très plaisir. Vraiment, c'est kiffant. Ouais, ouais. Alors, le livre s'appelle Jamais plus et c'est publié chez Pygmalion. Il y a un truc, là, vous m'aviez pas dit que vous aviez arrêté le shit parce que ça faisait grossir, vous? Ouais. La dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez dit j'ai arrêté de fumer des pétards. Très longtemps que j'ai arrêté de fumer des pétards. Ah oui, bah oui, parce que je bouffe, sinon tu à 3h du matin, tu descends dans le frigo, tu manges du riz cru. Le bouquin, c'est quoi? C'est l'herbe de Geronimo, là, non? Ouais, mais c'est psychologique, on se plonge dans un délire, quoi. Ah ouais, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Non, parce que Geronimo, il vous file de l'herbe quand même, non, de temps en temps? Non. Non, pour moi, je me dis, je fume pas, moi. Le calumet de la paix, non? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une bonne blague. Ah oui! From Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir Thierry. Vous avez des entrées extraordinaires. Je suis de mieux en mieux sur l'escalier, je vous le cache pas, Vous avez vu le roi de cet escalier. Alors vous êtes à l'Alhambra à partir de mardi. À partir de mardi jusqu'au 29. On y sera. Allez, venez tous. C'est drôle. C'est très drôle. Oui, on y va ensemble. C'est toutes les blagues qui sont encore plus drôles parce que voilà, je les ai pas faites ici. Ah ouais, d'accord. Les blagues encore mieux. Dis-moi Thierry, tu es obligé d'avoir un quota de Belges dans l'émission? Ouais, t'as vu? On est presque en majorité en avant. C'est le grand remplacement, ça, madame. Jingle. On commence par la politique française avec Emmanuel Macron qui dit « Je reconnais des erreurs sur la crise des gilets jaunes ». Je dirais qu'il y en a au moins 2, Christophe et Castaner. Côté gilets jaunes, on est créatif apparemment, puisque les policiers ont été ciblés par des jets d'excréments à Marseille et à Montpellier, selon le syndicat Alliance. Quand un gilet jaune te dit « aujourd'hui en manif, ça va chier », c'est pas qu'une expression.
Et sur le compte Twitter, justement, l'organisation syndicale de l'UNSA, la police, souligne le caractère prémédité et dégoûtant de ces attaques. Alors, dégoûtant, c'est indéniable. En revanche, prémédité, à ce stade, on ne peut pas le dire. Mais c'est vrai que si on apprend que tous les gilets jaunes se réunissent le vendredi soir pour manger indien, là, clairement, c'est un indice. Politique toujours, Jean-Pierre Raffarin soutiendra la liste LREM pour les européennes. Alors être un jeune parti politique et avoir Jean-Pierre Raffarin comme soutien, c'est un peu comme si Angèle se faisait écrire son prochain album par Didier Barbelivien. À gauche, pour Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement veut lui pourrir la vie. Et apparemment les salauds, ils ont commencé par ses dents. C'est sur le physique, c'est purement sur le physique. J'ai droit à une sur le physique par semaine, je la fais. Politique internationale, eh bien, vous en avez parlé à Alger, la colère de la jeunesse répond à la candidature de Bouteflika. C'est quand même dingue de voir la jeunesse se lever contre quelqu'un qui ne l'a plus fait depuis 15 ans maintenant. En gros, la jeunesse algérienne rêve que Bouteflika vous plagie Nawel Madani en disant « c'est tout pour moi ». Malgré ça, selon l'ambassade d'Algérie en France, Bouteflika a toute la tête de ses 20 ans. Bon, alors les seuls mecs de 20 ans qui ont la même activité cérébrale que lui, ils sont sur W9 dans les Marseillais. Thaïlande. Une touriste française finit en prison à cause de sa cigarette électronique. L'objet est interdit là-bas et c'est quand même marrant. Donc en Thaïlande, la cigarette électronique est interdite même pour les majeurs, alors que la pipe à des vieux monsieur est autorisée même pour les mineurs. Toute autre chose, la prostitution à Lourdes explose. J'en connais une qui ne va pas rester vierge longtemps. Et rappelons que le meilleur moyen de se faire baiser à Lourdes, ça reste quand même d'acheter une gourde d'eau bénite dans la petite boutique. People, je sais qu'elle était très triste, Nawel, aussi, cette semaine. Vous avez fait un post magnifique. Ouais, Luc Perry nous a quittés. Hein, Dylan. C'était mon cum, lui. C'était le cum de toute une génération. Hein. Beverly Hills 90210. Voilà, hein, il est mort à l'âge de 52 ans. 90 200. Non, et 90 210, comme on dit chez nous. Donc si vous vous appelez Dylan et que vous êtes né dans les années 90, j'espère que vous avez été gentil avec votre maman cette semaine, parce que ça a dû être dur pour elle. Et même pour moi, Thierry, je vais vous dire, c'est une partie de ma jeunesse qui disparaît. Heureusement, l'autre partie va bien. Tabata Cash est encore vivante et on l'embrasse. Autre disparition, Keith Flint, le chanteur du groupe The Prodigy, est mort et il se serait suicidé. C'est la consternation chez ses proches, apparemment. Et c'est vrai, il n'y avait aucun signe avant-coureur qui aurait pu être détecté. Il avait l'air vachement équilibré. C'est pas la gaffe? Big deal. Cinéma. Bohemian Rhapsody. La Chine censure les scènes d'homosexualité et de drogue. Bon, bah, c'est un film sur la vie de Freddie Mercury. Si t'enlèves l'homosexualité et la drogue d'un film sur le plus beau moustachu, il te reste quoi? Un biopic de Popek? Ouais, c'est chiant. Les brèves. Ils volent une voiture dans l'Aude, foncent sur des gendarmes dans le Gard et sont arrêtés dans le Vaucluse. Des gens qui aiment la France profonde. C'est les Jean-Pierre Pernaut du banditisme. Notons que, comme on les a vite chopés, on peut dire qu'ils ont été arrêtés dans l'heure et qu'ils risquent de prendre cher. Ben oui, bien sûr. C'est les encore J'ai un public qui aime les jeux de mots de qualité, alors je lui en offre. Affaire Dupont de Ligonnès, la maison vendue avec une grosse plus-value, ah, comme quoi ça valait la peine de refaire la terrasse. Et il les voit arriver avant, le salaud. Hein. Dès que c'est de l'humour noir, il le voit arriver avant. Notons que si tous les lieux où ont été commis des horreurs prennent de la valeur, le studio d'enregistrement du dernier album de Matt Pokora va partir à un gros prix. Immobilier encore, acquéreur d'un viager, il aurait voulu empoisonner un retraité avec du collyre pour chien. Alors rassurez-vous, l'homme va bien, il n'est pas mort, mais en revanche, maintenant, il arrive super bien à repérer un chat à 400 mètres. Et la dernière brève, plus rigolo, à Strasbourg, un bar au nom de cocktail pornographique signalé par Oser le féminisme. Alors sur la carte des cocktails, alors, je vous ai apporté 2-3 exemples assez rigolos, notamment les boissons étalons musclés à rassasier, cul tendu à tension due, ou encore une éjaculation faciale, c'est à base de rhum blanc et de banane. Tout ce que je peux vous dire. C'est pas élégant, mais apparemment c'est une idée du nouveau barman qui a tenté quelques trucs. Voilà, on le salue. Évidemment. Ça marche toujours. Allez, culture.
L'artiste de la semaine. Chaque semaine, je propose d'aller visiter une expo ou de découvrir un artiste. Cette semaine, c'est un artiste suédois. Exactement. Ah, Eric Dittman, je l'ai connu, c'est pour ça. Ah ben voilà, ouais, ça fait plaisir. C'est pas toutes les semaines qu'on tombe sur un artiste connu de quelqu'un de la table. Alors, il est suédois. Il a dû quitter la Suède avant ses 20 ans car il a été identifié comme objecteur de conscience et il a trouvé refuge à Paris. Alors, on décèle déjà une certaine passion pour les crânes, notamment sur cette photo. Et à voir son physique, c'est plausible qu'il ait mangé lui-même la viande de la personne autour du crâne. C'est un peu Pierre Tornade qui aurait avalé tout le reste de la 7e compagnie. Alors en ce moment, il est l'objet de 2 expos, une à Paris, une à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, c'est essentiellement des dessins comme celui-ci qu'on va voir, voilà, intitulé L'adolescence, une belle métaphore de l'adolescent qui répond à ses parents « Parle à mon cul, ma tête est malade ». Ah ouais, c'est joli, non? Ou encore ici, voilà, après le hijab pour joggeuse, Decathlon aurait tenté la burqa pour nudiste, le fantasme de Tariq Ramadan. Eric Dittman a publié un livre qui s'appelle « Dessins sans regarder », car il réalisait des peintures avec les yeux bandés. Ah, c'est une bonne idée pour voir ce que Gilbert Montagnier aurait fait s'il avait choisi la peinture plutôt que la musique. Et à Paris, ce sont des sculptures, comme celle-ci. Ça, c'est vraiment très chouette. Voilà. Une œuvre qu'il a appelée lui-même « Presse aztèque aztèque ». C'est un jeu de mots, parce qu'à gauche, il y a une presse aztèque cachée, et à droite, un symbole aztèque, d'où la culture aztèque. Voilà, mais c'était un type génial, très drôle. Un bon vivant, il est mort maintenant. Ah oui, 2002. Voilà. Mais vraiment, voilà. Je suis contente qu'on en parle, même en déconnant. Oh bon, c'est toujours le but, c'est de donner envie aux gens de découvrir plus. On va en voir d'autres encore, d'ailleurs. Parmi les autres œuvres, on a celle-ci. Voilà, alors il a appelé réellement cette création « Employé de la Banque du Sperme 2 ». Alors déjà, ça donne très envie de voir le 1. Eh ben, je l'ai, employé de la Banque du Sperme 1, c'est celle-ci. Voilà, c'est prétentieux vu la taille des gobelets. Mais le plus intéressant, à mon sens, ce sont les installations d'Eric Dittman. Alors, voilà, celle-ci, moi, j'aime bien. Des bougies dans des talonnettes. Ouais. Voilà. Et les chaussures sont en bronze, hein. C'est ça que tu vois pas. Ça aurait pu être le gâteau d'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Ou alors, c'est sa façon à lui de nous dire que le mouvement En Marche se consume petit à petit. Autre œuvre, ici, voilà, des corbeaux, des crânes, voilà, réunion de travail au Parti Socialiste. Et celle-ci où l'on voit voilà, comment Nordal Lelandais s'entraîne pour la prochaine saison de Top Chef. Et enfin, ma préférée, voilà, regardez-la bien. Elle aurait pu s'intituler « Ceci n'est pas une pipe ». Eh bien non, ce sont 44 pipes. Allez donc à Paris, à Saint-Étienne, parce que je sens que Josiane, elle va aller, pour découvrir l'œuvre de Dittman. L'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était Alex Vizorek. Tout de suite, je vous laisse avec les Chevaliers du Fiel à l'Olympia. À demain, 18h45, pour les terriens du dimanche, avec Adrien Quatennens et Patrick Juvet. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.